Bonjour à toutes et tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, ce qui prouve que le sujet non seulement est d'actualité, mais le sujet d'importance. Ce webinaire est organisé par le comité gouvernance des entreprises du MEDEF. Alors notre objectif, l'objectif des travaux du comité, que vous pouvez retrouver sur un site dédié, www.gouvernancedesentreprise.fr, c'est de mettre en avant, de faire de la promotion et de la pédagogie autour de deux messages. Le premier message, c'est qu'une gouvernance adaptée, une bonne gouvernance, on y reviendra, c'est un facteur de performance à long terme. Et pas simplement de performance financière, de performance à long terme, c'est-à-dire la durabilité de son entreprise. Et quand on regarde le succès de beaucoup de nos entreprises françaises, qu'elles soient PME ou grandes entreprises, mais on s'aperçoit que sur le long terme, il y a objectivement un bon market fit, des collaborateurs et collaboratrices impliqués, des actionnaires qui accompagnent, mais que tout ça est soudé autour d'une gouvernance adaptée. Le deuxième message, la deuxième chose que nous essayons de porter, c'est que oublions le fait que mettre en place une gouvernance ou que la gouvernance tout simplement, c'est une question de recette ou une question de compliance. Si dans la tête, on a de cocher des cases, probablement que sur le long terme, on a tout faux, parce que la gouvernance adaptée, c'est majoritairement un état d'esprit et une attitude. Et une attitude et un état d'esprit que vous, dirigeants et dirigeantes d'entreprise, allez impulser au jour le jour. Et c'est un peu l'objectif que nous avons. C'est finalement, si je filais la métaphore culinaire, c'est de dire, mais si vous pensez que c'est juste une recette, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous pensez qu'il faut avoir les bons ingrédients, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, les bons outils, et que vous allez associer l'ensemble de ces ingrédients et bons outils pour trouver la gouvernance qui vous convient, eh bien là, vous allez réussir. Et on a souvent une question sur, mais au fond, c'est quoi une bonne gouvernance? Eh bien, notre réponse au comité gouvernance, dans tous les travaux que nous menons, c'est dire que finalement, une bonne gouvernance, c'est la vôtre. Alors pourquoi? Parce qu'une gouvernance, ce n'est pas un élément objectif, comme je l'expliquais, on prend un tiroir et puis on l'applique et on l'ouvre, ça ne marche pas comme ça. Une gouvernance, elle doit être adaptée à l'histoire de votre entreprise, à votre secteur d'activité, à votre degré de développement, à la variété ou la diversité des parties prenantes. Et c'est à partir des outils existants, des ingrédients que vous avez à disposition, que vous allez construire ensemble avec vos partenaires et vos parties prenantes une gouvernance qui est une gouvernance adaptée. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plus que d'actualité, puisque je pense que tout le monde, et nous avons tous conscients que le climat, la transition écologique est un élément qui est tout à fait essentiel. La vraie question, c'est de savoir comment on sort justement des cases que l'on coche, que j'évoquais tout à l'heure, pour aller vers une effectivité, pour aller vers la mise en place d'une stratégie qui soit effective sur le terrain et qui soit impactante. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entreprise citoyenne, eh bien, comment peut-on mettre en place une stratégie qui soit adaptée et ne pas la mettre avec un état d'esprit de contrainte, même s'il y en a, elles existent, on va en parler tout à l'heure, mais les mettre avec l'idée que, je l'expliquais tout à l'heure, c'est un facteur de performance. Et c'est un facteur de performance à bien des niveaux. Ça vous permet de bien recruter, ça vous permet d'obtenir des contrats auprès de vos fournisseurs qui vous imposent une empreinte, enfin l'évaluation de l'empreinte carbone du produit que vous lui fournissez. Ça vous permet d'animer l'ensemble de vos parties prenantes. Notre propos d'aujourd'hui va s'articuler en 3 grandes séances. On va essayer de tenir le timing parce qu'on sait que vous êtes occupé, que votre préoccupation majeure, c'est la gestion et le développement de vos entreprises. En premier temps, on va aborder l'état de l'art réglementaire et légal, et puis aussi l'état de l'art des entreprises françaises, où elles en sont. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs, on le verra, et il y a pas mal de statistiques qui sont sorties récemment qui montrent que les entreprises françaises ont avancé. Nous abordons dans un deuxième temps un sujet essentiel que j'ai évoqué, c'est comment répondre à la demande de plus en plus marquée, d'ailleurs avec parfois des contraintes réglementaires comme la taxonomie, comment répondre et adresser
mon principal sujet qui est le financement de mon activité, le financement de nos entreprises. Et on voit de plus en plus, et tant mieux d'un certain point de vue, dès lors qu'encore une fois ça se fait de façon harmonieuse, de plus en plus les actionnaires, les fonds d'investissement, les banquiers, les administrations publiques françaises ou européennes qui délivrent des subventions, eh bien, vont être très attentives aux engagements que vous prenez et à la stratégie que vous allez mener en matière de transition. Et puis, troisième thème, puisque finalement, c'est la griffe du comité de gouvernance d'entreprise. On ne veut pas vous emmener dans la stratosphère. Il y a des gens qui y vont, laissons-les. Nous, notre réalité, c'est de dire finalement comment on accompagne, comment on aide, comment on fournit des outils aux dirigeants et dirigeants d'entreprise. Et évidemment, le sujet, une fois qu'on a abordé les thématiques réglementaires et légales, le financement, les contraintes de tous ordres, eh bien, je suis dirigeante d'une entreprise magnifique, PME industrielle de la région Aura, qui est une région que j'adore, ou dans d'autres régions, notamment les Hauts-de-France et ailleurs. Je commence par quoi? Je démarre comment? Je suis convaincu. Au-delà d'être convaincu, j'ai conscience que c'est un facteur de performance dans le futur de mon entreprise, parce que je n'arriverai pas à recruter, je n'arriverai pas à me financer si je ne me lance pas dans cette stratégie. Et par où je commence? Et ce qu'on veut vous démontrer, c'est qu'il y a des outils, il y a des méthodes, et ce sera l'objet de notre troisième séquence. Alors, pour aborder immédiatement nos thématiques, on a un plateau absolument merveilleux, et je vous remercie tous et toutes d'avoir bien voulu accepter de participer, puis d'apporter non seulement votre témoignage, mais votre expérience. Fanny Picard, vous êtes une pionnière. Moi, j'aime bien parce qu'on parle beaucoup de pionniers. Vous êtes une pionnière de l'investissement impact. Vous avez travaillé de nombreuses années dans des fonds d'investissement et vous avez pris l'initiative de créer vous-même un des tout premiers, peut-être même le premier fonds à impact en France qui s'appelle Alter Equity. Et donc, ce sera très intéressant de vous écouter. Renaud Bétain, alors vous aussi un pionnier peut-être à titre personnel à un certain moment parce que vous êtes engagé il y a très très longtemps dans des ONG qui initialement s'occupaient plus d'insertion, etc., d'équité et moins de climat. Mais donc vous êtes engagé dans cette ONG et maintenant vous avez rejoint comme vice-président climat la société SWIP dont on parlera tout à l'heure. Carole Sirou, merci de votre présence. Donc Carole, vous êtes présidente de ET Finance, qui est une agence de notation. Alors, ne voyons pas ça, agence de notation ESG, ne voyons pas ça comme un censeur, parce que vous vous positionnez comme accompagnateur, accompagnatrice des entreprises qui veulent mettre en place une stratégie RSE. Et donc, votre regard sera tout à fait intéressant. Alexis Normand, merci de votre présence. Donc, vous, c'est longue story d'entrepreneur depuis longtemps, non, mais en France et à l'international. Et vous avez co-créé, vous êtes CEO et fondateur de Greenly, qui est une société aussi qui permet aux entreprises bien je dirais, d'apprécier et d'aborder la thématique dont on va parler aujourd'hui de façon plus efficace et très concrète. Et enfin, Bruno Zabala, merci d'être présent. Alors, j'espère que je ne vais rien louper, mais vous êtes directeur juridique, RSE, éthique et gouvernance d'entreprise du MEDEF. Vous avez une longue carrière d'avocat, vous écrivez beaucoup et votre éclairage nous sera tout à fait intéressant puisque nous allons commencer par vous. Finalement, évidemment, quand on est dirigeant d'entreprise, on essaye d'abord de faire tourner son entreprise, mais on sait que le cadre légal et réglementaire s'impose. Donc, il faut trouver le bon arbitrage entre tout ça. Et je pense que c'est intéressant que vous puissiez nous faire un petit panorama de ce corpus réglementaire et corpus légal qui est à la fois français et européen, qui devient de plus en plus pressant d'une certaine façon. Et donc, je pense que c'est important que les dirigeants et dirigeants d'entreprise puissent se situer dans ce cadre. Merci Bruno, on vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, pour cette petite présentation, je dirais normative et qu'on va essayer de simplifier à la fois de décomplexifier, on l'a voulu un petit peu dynamique. L'idée, c'était de vous montrer à la fois l'existant et surtout la dynamique sous-jacente qui, vous le verrez, n'est pas tout à fait en faveur des entreprises, en dépit des actions du MEDEF et d'autres parties prenantes. L'existant aujourd'hui, si on devait le cartographier, vous avez une disposition fondatrice du Code de commerce, modifiée par la loi Pacte de 2019,
qui finalement pourrait se suffire à elle-même, puisqu'elle impose au conseil d'administration de déterminer les orientations de la société, donc ça, rien de bien nouveau, mais désormais en considération, en tout cas en tenant compte des enjeux notamment environnementaux. Toutes ces notions n'étant pas particulièrement définies par la loi. Je rappelle et je précise pour vous montrer la dynamique, c'est que la future directive due diligence va désormais aller plus loin puisqu'elle imposera de tenir compte de, c'est-à-dire d'incorporer dans la prise de décision de façon obligatoire les enjeux environnementaux, dont l'enjeu climatique. Et on va voir que l'enjeu climatique, finalement, est celui parmi les enjeux environnementaux qui devient le plus saillant, y compris dans le droit. Deuxième pilier, je voulais mentionner la déclaration de performance extra-financière qui est bien connue de beaucoup de sociétés, qui s'applique à compter de 500 salariés plus certains critères financiers, qui aujourd'hui finalement oblige à harmoniser la présentation de l'action de la société et de son impact sur l'environnement. Et on verra que l'Europe aujourd'hui demande le symétrique, c'est aussi de voir comment le climat impacte sur l'activité sociale. J'ajouterai le devoir de vigilance, parce qu'on l'oublie un petit peu, la loi devoir de vigilance de 2017, récente, qui s'applique à des sociétés alors de beaucoup plus grande taille, c'est-à-dire à compter de 5000 salariés France et 10 000 dans le monde, est venue elle aussi, je dirais, imposer des obligations nouvelles, tout ça dans le rapport de gestion, hein, comme la DPEF, avec notamment un triptyque que vous retrouvez aussi dans la DPEF, un triptyque qui aussi a pénétré l'Europe, on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire une obligation d'identification des risques, donc une forme de cartographie. Ensuite, l'obligation de mettre en place des plans, on les appelle comme on veut, mais finalement des actions, des investissements qui finalement vont concourir à la prévention des impacts, notamment négatifs sur le plan du climat et de l'environnement, et puis l'atténuation lorsque la réduction à zéro de ces impacts négatifs n'est pas possible. Et puis, in fine, troisième pilier, l'obligation de rendre compte. Parce que faire, c'est bien, mais rendre compte, c'est encore mieux et c'est nécessaire pour devoir ajuster effectivement la stratégie de l'entreprise et son impact environnemental et climatique. Et puis, j'ajoute dans l'existant le code AFEP-MEDEF, alors lui qui n'est pas un pilier impératif, mais qui est un pilier incitatif, entre guillemets, parce que c'est un référentiel de soft law qui vient d'être réactualisé en décembre 2022 et qui a remis, je dirais, les préoccupations, enfin les enjeux RSE au cœur de la compétence propre du conseil d'administration. Ça, c'était important avec trois idées générales. L'obligation de proposer des orientations pluriannuelles qui vont d'ailleurs irriguer bientôt le droit. Hein. Tout ça, c'est de l'anticipation, c'est ça qui est important à retenir. Tout ça est dynamique, des orientations pluriannuelles. Deuxièmement, un examen annuel par le Conseil des résultats obtenus. Ça, c'est aussi fondamental. Et puis, l'esquisse de ce qui pourrait être demain, on en parlait avec vous tout à l'heure, l'obligation, ou en tout cas la recommandation, de se présenter devant son Assemblée générale pour présenter la stratégie climatique avec des horizons de temps définis, des objectifs quantifiables, donc toujours avec l'idée qu'on s'engage, on présente, mais on s'engage, on crante dans le temps des actions, des investissements. Donc voilà, entre guillemets, je dirais, le tableau de l'existant, vous voyez, avec des piliers finalement, paysage, si je devais le schématiser, très polarisés, avec une obligation qui pèse sur toutes les entreprises à travers la compétence propre du conseil d'administration, et ensuite des seuils de 500, 2000, de 5000 salariés. Tout ça, et j'en arrive à la dynamique, qu'est-ce qui nous attend derrière ? Qu'est-ce qui nous attend finalement ? C'est que l'Europe, il faut dire aussi, saisie par la France, qui, ayant été un peu précurseur dans beaucoup de ces sujets, est arrivée à un moment donné en se disant qu'elle était un peu seule parmi les États membres et a souhaité que le level playing field soit installé. Donc la France a demandé effectivement une quasi-généralisation d'un certain nombre de ces dispositifs que nous connaissons en France.
Et donc, ça annonce très prochainement donc, la mise en œuvre de la directive CSRD, donc sur le reporting extra-financier, donc qui harmonise des concepts que nous connaissons en France, mais qui vont beaucoup plus loin dans le détail. C'est ça qui est important à retenir, avec en volume beaucoup plus de data que l'on avait antérieurement en France, et des standards, et j'en arrive au sujet, des standards climat qui sont en train d'être produits et qui auront valeur normative à horizon 2023, puis ensuite avec une entrée en vigueur étalée. Deuxième pilier de cet avenir, on le voit ici, la directive due diligence, c'est-à-dire devoir de vigilance, l'exemple parfait d'un dispositif français qui va être généralisé au niveau européen. La presse, cette semaine, s'en fait beaucoup l'écho. Malheureusement, et c'est là où il faudra que les uns et les autres réfléchissent au niveau européen, la loi française n'a pas été considérée comme un plancher, malheureusement. Elle a un devoir de vigilance. Finalement, elle a été considérée comme un plancher, non pas comme un standard, une meilleure pratique. De sorte que l'Europe, lorsqu'elle s'est saisie de ce sujet qui était très intéressant, puisque ça, une fois encore, ça a incité, ça a responsabilisé l'entreprise, non plus dans son seul univers, je dirais, entrepreneurial, mais dans toute sa chaîne de valeur, puisque désormais on ne raisonnera plus en termes de chaîne d'approvisionnement, mais de chaîne de valeur. L'Europe, lorsqu'elle se saisit de ce sujet, eh bien, le considère comme un plancher, donc va stratifier davantage. Actuellement, le texte s'appliquerait concernerait 2 strates d'entreprises, à compter de 500 salariés plus certains critères financiers, et puis pour des secteurs dits à haut risque, donc particulièrement polluants, notamment avec des impacts sur les GES et autres, applicable à partir de 250 salariés. Le passage au Parlement qui est annoncé pour le second semestre 2022 peut faire craindre notamment au chef des entreprises, un abaissement drastique des seuils. Non pas qu'en soi, ce soit, je dirais, contre-productif. Bien entendu que toutes les sociétés auront à s'interroger sur à la fois leur impact sur le climat et l'impact du climat sur leur business. Mais bien entendu, il y a des questions d'acceptabilité, de supportabilité, et puis il y a des critères évidemment d'entrée en vigueur dans le temps et d'appropriation finalement de la norme. Donc pour résumer, vous voyez un paysage qui est aujourd'hui très polarisé dans l'existant, qui va s'uniformiser mais à la hausse, c'est-à-dire par abaissement des seuils, donc en généralisation finalement de beaucoup de dispositions que nous connaissons en France, mais qui en volume d'informations attendues seront considérables. C'est ça c'est l'information, je dirais, principale. Et puis une association que l'Europe souhaite de toutes les parties prenantes, et c'est là où la chaîne de valeur est désormais le concept phare de la société. L'activité entrepreneuriale sort de son lit initial, et la responsabilité finalement sociétale et ici climatique de l'entreprise va concerner l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Alors, en quelques mots, très bref. Merci Bruno, c'est très intéressant parce que vous avez évoqué les seuils. Donc on peut imaginer, si je suis une PME de 100 ou 200 personnes, entre guillemets, je ne suis pas concerné par le cadre légal. Le sujet, c'est que si je suis concerné, parce que je l'évoquais tout à l'heure, quand on fait du business et qu'on est par exemple sous-traitant d'un grand donneur d'ordre, le grand donneur d'ordre ayant cette obligation et souhaitant la respecter, va vous l'imposer. C'est-à-dire qu'il ne suffira plus de fournir la bonne pièce qui marche bien parce que vous avez une super propriété intellectuelle, un savoir-faire absolument remarquable. Votre donneur d'ordre va vous demander un produit propre, entre guillemets, c'est-à-dire quelle est l'empreinte carbone. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, je crois que c'est très important de dire que si on veut progresser, il ne faut pas distribuer les bons points et les mauvais points. Oui, il y a des activités aujourd'hui qui sont qui ont beaucoup plus d'externalités négatives en matière d'empreinte carbone. L'objectif, et c'est ce que vous avez évoqué avec le code AFEP-MEDEF, c'est de dire vous devez améliorer.
oui, certains partent de très très loin parce qu'ils ont une activité très, entre guillemets, polluante, ce qui n'est plus accepté ni acceptable. L'important, c'est vous devez progresser et vous devez le publier d'une certaine façon. Alors après, est-ce qu'il faut un vote, pas un vote, etc. Mais retenez, vous, entreprise, si vous avez des parties prenantes autour de vous, des actionnaires, ce qu'on appelait initialement le rapport de gestion. Dans le rapport de gestion, il y a un chapitre qui est prévision ou développement futur. Eh bien, dans ce développement futur et prévision, vous devrez mettre, et il faudra que vous indiquiez un certain nombre d'éléments de votre stratégie en matière de climat. Donc, je trouve que c'est ça qui est important, c'est de comprendre que de toute façon, même si on est en dessous des seuils, l'avenir, le développement de mon entreprise, qui est un gros sous-traitant et encore une fois hyper efficace et reconnu, eh bien, tu vas devoir produire. Donc, il faut y aller. Et c'est le message qu'on veut vous faire passer. N'attendez pas les contextes réglementaires, vous devez les connaître et c'est un élément qui est essentiel. Mais publiez, mettez en place une stratégie et parce que de toute façon, pour votre business, ça va être nécessaire. Et ça viendra en premier lieu par le canal du financement, puisque les établissements financiers seront assujettis. Nous allons l'aborder. Les premiers au futur standard climat. Absolument. Qui est un standard obligatoire. Et donc, tout client d'un établissement financier, corporate, devra alimenter en données, notamment de reporting extra-financier, ses financeurs, s'ils souhaitent accéder au crédit. Teneurs d'ordre et financeurs. Merci beaucoup, Bruno. Alors, quel est l'état de l'art aujourd'hui? Où en sont les entreprises françaises? Quel profil de gouvernance ont-elles mis en place pour adresser cet enjeu majeur? Carole, en tant que présidente d'Etifinance, je crois qu'Etifinance a fait une étude sur ce sujet et nous allons être très intéressés par son compte-rendu et la synthèse que vous pourriez en faire, outre les messages à nous passer. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc Etifinance, qui est, comme le président l'a mentionné, une agence de notation financière et surtout extra-financière, accompagne depuis 2004. Donc, vous voyez que c'est un métier que nous pratiquons depuis de nombreuses années. Différentes entreprises et travaille aussi également avec les investisseurs, on en parlera tout à l'heure. Et nous avons publié en janvier, donc vous voyez très récemment, une étude pour faire un peu un état des lieux, un petit peu un bilan sur les entreprises donc du SBF 120 sur la base donc des DPEF qui ont été publiés l'année dernière et avec un prisme qui était de regarder comment ces entreprises se positionnaient face à l'adaptation au changement climatique. Donc c'était vraiment le sujet que nous avons regardé sur la base donc de nos méthodologies et également des critères de l'ADEME pour bien objectiver l'étude et sur la base de 5 thèmes que vous voyez là sur la slide, les risques, la gestion des risques physiques, la gestion des risques de transition donc climatique, la gouvernance, ça vient d'être mentionné, les moyens financiers dédiés, j'y reviendrai, et ainsi que les moyens techniques et humains. Donc on essaye vraiment de partir d'une appréciation la plus large possible et ensuite de décliner de manière relativement opérationnelle pour accompagner les changements dont Bruno Zabala vient de parler et qui vont venir aussi bien d'un point de vue réglementaire, comme on le disait il y a quelques instants, venant des donneurs d'ordre. Donc, et vous voyez là sur la slide que ça couvre finalement tous les secteurs, donc ça nous permet d'avoir une vision assez claire. Alors, quelles sont les conclusions ? Les conclusions, c'est que, voyez, comme vous pouvez le voir, les risques climatiques sont appréhendés. Donc, c'est un sujet qui est couvert dans l'ensemble des DPEF que nous avons regardés ou des rapports annuels de manière générale quand c'est pas très développé, avec une approche très risque physique. L'autre élément qui est aussi très important, c'est qu'on parle souvent de risque climatique, mais sur tous ces enjeux, les entreprises identifient également les opportunités, ce qui est
quand même quelque chose. Voilà, on a surtout tendance à regarder, je dirais, le verre à moitié. La contrainte. La contrainte, ouais. voilà. Mais c'est aussi des sources d'innovation. À partir du moment où vous devez voilà, adresser certains enjeux, les entreprises les plus performantes utilisent ça comme un levier pour soit aller trouver de nouveaux marchés, soit se réinventer d'une certaine manière. Donc je pense que c'est important de bien mettre en avant ce point-là. C'est un point important, Carole, la décarbonation, moteur de l'innovation. Et Tout finalement, c'est non seulement une bonne thématique, mais une réalité mise en œuvre par beaucoup d'entreprises. Exactement. Et donc, je pense que c'est vraiment important de garder bien ça à l'esprit. Cela dit, ce qui apparaît en fait, et vous le voyez bien là sur ce graphe un peu coloré, c'est qu'on voit bien l'identification des sujets. En revanche, on voit bien que dès lors qu'il s'agit de commencer à quantifier, à avoir une approche beaucoup plus précise sur les implications, eh bien là, les chiffres sont bien moins importants. Et donc, le sujet est d'identifier, le degré de criticité, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est important, de cette exposition, elle n'est souvent pas formalisée. Et c'est là où tous les sujets de standardisation de normes devraient contribuer à faire évoluer et à faire en sorte qu'il y ait davantage d'extériorisation de mesures et d'extériorisation de ces mesures. Sur l'autre point, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est finalement la démarche d'adaptation ou de structuration opérationnelle de tous ces enjeux-là. Ouais. Et là, on parle d'entreprises qui sont déjà des entreprises de taille assez importante, puisqu'on est sur des entreprises de l'ordre voilà, qui ont des niveaux de capitalisation de 150 millions à 1 milliard. Mais donc c'est un vrai enjeu, et notamment sur le fait que la gouvernance climat, si vous le regardez, c'est un peu orange là, sur le graphe, est rarement formalisée. Donc c'est un sujet. On se rend bien compte que face à tous ces enjeux, il est important de commencer à réfléchir de manière très précise sur la structuration. Bruno Zabala parlait de cartographie. Voilà, un effort de cartographie, d'identification de manière assez formelle est un des premières étapes pour permettre justement de mettre ensuite en place les structures permettant le diagnostic, les plans d'action et bien entendu le reporting. Donc la gouvernance climat, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, donc je n'y reviens pas. Un point qui est quand même beaucoup plus surprenant, et ce serait intéressant de voir si mes panélistes ont une vue sur ce point-là, c'est que l'intégration de ces enjeux dans les états financiers est finalement à peine perceptible. C'est vraiment très 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 faible. Et regardez le petit 5% tout en bas en rouge. En fait, on parle des enjeux climatiques, on les décrit de manière plus ou moins explicite dans les actions, mais ça n'est pas vraiment évalué, notamment en termes de provisions. Là, je parle plus de provisions financières. Et donc, on voit encore tout le champ qui doit être parcouru pour vraiment mesurer l'ampleur de ces risques en termes financiers et d'engagement futur de manière beaucoup plus explicite. Et enfin, souvent les entreprises parlent de la formalisation, de l'identification, etc., de ces risques, mais à partir du moment où ils ne sont pas quantifiés et mesurés, on peut s'interroger sur la pertinence de l'analyse et surtout de la manière dont ils peuvent être pilotés dans le temps. Donc, je dirais, pour le moment, c'était notre première étude. Nous la ferons tous les ans désormais. Ça permet d'avoir un peu un marqueur
et de pouvoir identifier au cours du temps, à mesure que les différentes réglementations notamment et les standards, par exemple de l'EFRAG, seront mis en place, de voir comment le curseur évolue. Donc, alors, avant d'aborder la dernière partie de la gouvernance, la dernière partie de votre présentation, Bruno, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais rebondir puisque voilà, c'était l'occasion. On voit bien effectivement qu'en termes de données à voir, il y a de l'information aujourd'hui, notamment sur les enjeux, les aspects négatifs et les externalités négatives sur l'environnement et singulièrement sur le climat. Ça, c'est le voir, c'est l'aspect reporting. Raison de plus pour l'Europe, c'est là où je voulais un peu élargir la focale, raison de plus pour l'Europe de dire mais le voir ne suffit pas, il faut que le faire soit renforcé. Et vous avez dans la future directive due diligence, un article 15 qui, lui, a priori, ne bougera pas, contrairement peut-être à l'indexation des rémunérations des dirigeants sur les critères climatiques, un article 15 qui ne bougera pas et qui, lui, je vous le dis, impose l'élaboration de plans dits de compatibilité, à la fois du business plan et de la stratégie, qu'il faudra aligner sur la transition vers une économie durable, sur le passage et la conformité aux accords de Paris sur le climat, également sur l'horizon de neutralité climatique à horizon 2050. Et dernièrement, donc, je crois que c'était hier, la commission ENVI, donc Environnement du Parlement, muscle encore sa recommandation en disant que l'horizon 2050, c'est très bien de neutralité climatique, mais qu'il va falloir commencer dès 2030 à cranter tous les 5 ans. Et cranter, ça veut dire, c'est exactement ce que vous disiez, cranter, ça veut dire prendre des engagements, et des engagements quantifiables. Donc il y a l'horizon, ce que j'ai dit précédemment, il y a l'horizon et il y a l'engagement quantifiable qui peut être ensuite contesté. Et donc quantifié. D'ailleurs, c'est une façon d'animer ces équipes. Je veux dire, les engager sur un projet comme ça, très générique, alors que les équipes sont impliquées lorsqu'elles comprennent et quels sont les objectifs qu'elles ont. Je vais vous redonner la parole, Carole, pour parler de la dernière partie de la présentation sur la gouvernance. Il y a un mot important que vous avez évoqué, c'est cartographie des risques. D'ailleurs, vous pouvez vous reconnecter sur le site web gouvernance-d'entreprise.fr, puisque nous avons fait un webinaire sur ce sujet de comment gérer les risques. Alors, dans l'esprit que nous avions jusqu'à présent, c'est gérer les risques qui peuvent survenir, l'incendie d'une usine, un accident sur un chantier BTP. Et maintenant, c'est mesurer les risques que l'on a, dégradation du climat sur son activité. Ça peut être le cas quand on est en bord de mer, par exemple, ou sur une faille, comme malheureusement on l'a vu très récemment. Et puis aussi de cartographier les risques au regard de l'impact positif insuffisant que j'aurais par rapport aux obligations que mon entreprise porterait en matière de climat. Alexis, oui. Les risques de transition. Puisque quand vous fabriquez des pièces détachées pour des voitures thermiques, votre activité peut disparaître si très bon exemple. Les véhicules basculent tous vers l'électrique, mais c'est le cas de votre logement aussi, si c'est une passoire thermique. Donc, et ça, je pense que c'est très important dans cette transition. Mais pardon. Oui, exact. On le voit dans l'immobilier, là, en particulier. Et c'est justement un petit peu le biais aujourd'hui, c'est je pense qu'il y a de plus en plus d'identification des risques physiques. Il y a une plus grande sensibilisation à ces enjeux-là. Mais le vrai sujet, le sujet le plus compliqué, c'est vraiment le risque de transition et commencer déjà à le percevoir, l'analyser et ensuite d'y faire face et de voir quelles mesures mettre en face. Une façon de le dire, c'est que la transition, on peut être déphasé, c'est-à-dire un business peut disparaître tout simplement parce qu'il n'est plus adapté à l'état du monde futur tel qu'on le souhaite en 2050. L'exemple thermique électrique dans la voiture ou dans l'immobilier. On dit un mot de la dernière partie de votre présentation parce qu'elle est intéressante et elle se cale bien avec notre sujet. C'est bon, j'y vais. Mais comment j'y vais? Voilà. Et donc, c'est intéressant, non pas, comme on le disait tout à l'heure, de vous dire, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, mais il y a un panel
d'organisation de gouvernance que vous allez nous présenter. Et tout à fait, et c'est vrai que nous sommes dans le groupe gouvernance du MEDEF, donc c'est vrai qu'on a tendance à bien se focaliser sur la gouvernance au niveau des instances de gouvernance, mais ce qui est important, c'est que pour justement gérer ces enjeux climatiques, il faut réfléchir à différents niveaux et que cette gouvernance, elle se décline dans l'ensemble de l'organisation à travers des évaluations, à travers du reporting qui, dans très, très peu de temps, devra avoir la même rigueur que, je dirais, votre reporting comptable classique financier. Et surtout, donc ça peut vraiment se décliner finalement dans tous les niveaux de l'entreprise, en parlant bien sûr du conseil d'administration, des instances de gouvernance. La stratégie, ça n'est pas en fait, le climat n'est pas une espèce de sujet qui n'irrigue pas l'ensemble de l'organisation, mais qui doit bien être une partie totalement intégrante de l'ensemble des activités, et donc se piloter de manière très très structurée comme une activité intrinsèque de l'entreprise. Donc je pense que c'est ça le message principal. Peut-être un petit point qui me paraît très important, c'est que au niveau des instances de gouvernance, de prendre la conscience que c'est vraiment intégré à la stratégie, que on doit avoir le même niveau d'exigence de reporting de la part du management sur ces enjeux-là, et que ça doit vraiment être structuré et pas juste le propre d'un groupe mais bien être porté par l'ensemble de l'organisation. Renaud, vous vouliez intervenir et rebondir. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est assez nouveau de voir comment l'action climat diffuse dans l'entreprise. Alors dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, j'aime bien parler de cette gouvernance qui est interne et externe. D'abord externe parce qu'il faut rappeler que le bilan carbone, il est composé de plusieurs périmètres d'émissions, des émissions directes sur lesquelles on a vraiment la main et sur lesquelles on peut agir demain. Et une autre partie qu'on appelle le scope 3, d'accord, qui sont des émissions indirectes et qui sont partagées avec, par exemple, des fournisseurs. Vous l'évoquiez tout à l'heure, quand j'achète un produit pour construire le produit que moi je vais vendre, j'intègre les émissions de mon fournisseur dans mon produit. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité qui est partagée à l'extérieur avec tout un écosystème. On va le voir aussi avec les investisseurs et les participations, c'est le même sujet. Donc il y a ce sujet de responsabilité partagée et il y a ce nouveau sujet en interne où le responsable climat, qualité, développement durable n'est plus tout seul. C'est fini en fait ce temps-là. Ce n'est plus l'unique sachant. Il doit partager la responsabilité aussi, déléguer, former et donner les clés du pilotage du carbone pour le responsable financier, le responsable de site, le procurement, les fournisseurs. Et ça, c'est très nouveau en fait. Et il y a vraiment une double gouvernance qui est passionnante. Et c'est là où il y a vraiment besoin de monter en compétence, d'abord d'appropriation de ces sujets-là, bien sûr au plus haut niveau, mais dans l'ensemble de l'entreprise, parce que ça demande une donnée extrêmement granulaire, une compréhension de ces enjeux, et c'est pas juste une histoire de reporting, comme le disait Bruno tout à l'heure. C'est vraiment, enfin, il va falloir être extrêmement précis dans les engagements, et donc il ne s'agit pas juste de dire, ben voilà, on compte faire ceci à cet horizon de X, mais bien de pouvoir le documenter, l'expliciter. Et il y a un sujet d'engagement. À partir du moment où vous prenez un engagement, vous prenez une responsabilité, et ensuite il faut être capable de démontrer que vous le faites. Donc c'est vraiment un changement considérable de paradigme en fait par rapport à ce à quoi les entreprises sont habituées depuis plusieurs décennies. Alors, il y a un deuxième point fort, je vous passe la parole Fanny, deuxième point fort que vous venez d'évoquer, c'est que c'est plus un truc où j'ai nommé un directeur ou une directrice RSE, c'est on embarque l'ensemble de l'entreprise. De la même façon, on sait tous et toutes que nos entreprises, elles marchent bien quand toute la dynamique est portée vers cela. Donc il y a besoin d'une impulsion au niveau de la gouvernance. Et puis deuxième élément, vous l'avez signalé et motivé, je pense que dans les programmes de formation
interne de l'entreprise, on devrait voir évoluer. Je ne sais pas si on a des statistiques d'ailleurs là-dessus, des organismes de formation, mais en nombre de programmes existants, en nombre de personnes qui suivent les formations, il y a un effort non seulement d'acculturation, mais aussi de concret pour le fonctionnement de l'entreprise. Alors, puisqu'on parlait de gouvernance, Fanny, finalement, qu'est-ce que vous constatez dans les entreprises dans lesquelles vous investissez, puisqu'étant un fonds d'investissement à impact, eh bien, naturellement, on peut imaginer que l'ensemble de l'entreprise est déjà construite, organisée pour développer cette approche et développer son activité tout simplement. Qu'est-ce que vous constatez, entre guillemets, ce qui marche pas dans l'organisation interne d'une entreprise? Et ça sera intéressant aussi d'avoir l'avis d'Alexis et de Renaud sur ce que vous constatez chez vos clients prospects. C'est quoi le truc qui marche bien? Voilà, pardonnez-moi et pardon, chers auditeurs, auditrices, c'est aussi familier, mais quelle est l'organisation que vous avez, ou les organisations que vous avez vues bien marcher pour ça et qui ont donné une accélération? Alors, si vous permettez, Président, j'aurais voulu rebondir sur ce qui vient d'être bien dit sûr. sur les natures de risques. Et je salue la qualité des interventions. On a parlé du risque d'atténuation. Mon entreprise doit limiter ses impacts, ses prédations sur l'environnement et d'ailleurs ses externalités négatives en matière sociale, mais on parle aujourd'hui essentiellement de climat. Un risque d'atténuation, on a parlé d'un risque de transition. Mon entreprise risque de mourir face à ces évolutions réglementaires, cette attente de mes fournisseurs, de mes salariés, de mes clients. Et il y a aussi un risque d'adaptation qu'il ne faut pas sous-estimer. Qu'est-ce que je fais si mon sous-traitant n'existe plus parce que ces usines sont dans une zone inondable ou parce que lui-même n'a pas survécu à une évolution réglementaire? C'était juste un petit point technique en complément de vos contributions tout à fait impressionnantes. Qu'est-ce qui marche? Eh bien, je crois, Président, que c'est la continuité de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ce qui marche, c'est la continuité de l'histoire de l'entreprise, le sens de l'organisation qui a été mis en place. On ne change pas les choses du jour au lendemain. C'est le fait, et comme vous l'évoquiez aussi, que la problématique soit saisie de façon stratégique et ensuite par capillarité dans l'ensemble de l'organisation. C'est le fait qu'au plus haut niveau, le sujet soit intégré et compris comme une contrainte de survie en plus que d'un objectif stratégique. Et puis ce qui marche, et on a plusieurs structures de conseil ici, c'est de se faire aider, parce que c'est tellement compliqué, à la fois d'un point de vue juridique et aussi d'un point de vue technique, qu'on ne peut pas s'en sortir seul. On ne dispose pas des compétences en interne, même les plus grands groupes ont recours à des conseils parce que, quand bien même ils recruteraient les meilleurs spécialistes du secteur ou des problématiques, eh bien, ça ne suffit pas compte tenu de la séquence des enjeux concernés. Donc, il faut se faire aider. Et puis, il faut aussi aller vite. On le voit, les réglementations sont déjà en place. D'autres, vous l'avez si bien synthétisé, arrivent. On ne peut plus faire comme si c'était pour demain. C'est aujourd'hui et il faut s'en saisir extrêmement rapidement. Renaud ou Carole, vous voulez rebondir sur Fanny? D'autant plus, et peut-être pour rebondir sur ce que disait Fanny, avec la directive CSRD qui va quand même impliquer beaucoup d'entreprises en France et en Europe, puisque certaines ont 250 salaires pour 2026-2027. Voilà, je dirais qu'il y a un degré d'urgence qui est réel, donc et en même temps il y a ce temps. Donc, d'une certaine manière, je pense que le conseil, c'est de ne pas perdre, cette capacité d'adaptation pour y aller maintenant. Voilà, parce que c'est compliqué, parce que ça demande un certain temps d'acculturation et d'infusion, de trouver les bons outils, de trouver les bonnes personnes pour l'accompagner. Et donc, c'est pas parce que c'est dans 3 ou 4 ans qu'il faut pas s'en saisir dès maintenant, parce que c'est un processus itératif. Donc, c'est le moment. Et alors, Renaud et Alexis, qu'est-ce que vous voyez justement dans les entreprises avec lesquelles vous êtes amenés à travailler?
sur ces sujets de bilan carbone. Et qu'est-ce qui est marquant? C'est un petit groupe de leadership accepté autour et qui entraîne tout le monde. C'est tout d'un coup, plutôt ça vient du légal. Attention, il y a la loi X, Y et Z, il faut qu'on y aille. Qu'est-ce que vous ressentez comme profil d'entreprise qui s'y mettent plus vite que les autres? Alors, s'il y a un profil d'entreprise qui s'y met plus vite que les autres, c'est celle qui trouve tout de suite des opportunités, on en parlait tout à l'heure, et qui limite les risques et qui les transforme en limitation de pertes financières, tout simplement. Donc, je suis content qu'on parle d'adaptation parce qu'il n'y a rien de plus net en termes de pertes de fonds. Mais on peut très vite aussi saisir des opportunités. Donc, je pense que celles qui réagissent, pour qui ça fonctionne, c'est celles qui gagnent des parts de marché. Enfin, il faut vraiment dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire agir. Ça permet de faire gagner des parts de marché. De gagner des parts de marché. On a de nombreuses entreprises qui viennent nous voir en nous disant « Mon client, mon donneur d'ordre exige que j'ai un bilan carbone et que je montre comment je vais atteindre un objectif de réduction. » Ça, c'est le point fort, si je crois, à retenir. Ça, je perds des parts de marché, quoi. Ouais. Donc ça devient visible pour tout le monde. Je pense qu'il y a de toute façon cette pression interne, externe, alors la régulation et la réglementation évidemment, mais en interne, je me souviens aussi d'une anecdote d'une entreprise française qui nous a contacté un peu en panique en nous disant « J'ai un petit groupe d'employés qui se retrouvent 3 fois par semaine et qui est en train de préparer un espèce de petit coup d'État parce qu'ils veulent qu'on agisse. » Donc la pression interne, elle est là chez les employés. Certains ont du mal à recruter des talents, d'attirer les talents. Et s'il n'y a pas de talent, il n'y a pas de réussite demain. Donc ça, c'est hyper important. Plus sur la présence du climat au niveau stratégique, au niveau du board, c'est fondamental pour que tout ça avance. Et puis un dernier point, c'est que le carbone, c'est le nouvel euro, c'est le nouveau dollar. C'est-à-dire que si on ne traite pas la donnée carbone comme une donnée financière, et financière égale extra-financier, ça ne fonctionnera pas. Donc on voit que ça marche chez les entreprises qui ont saisi ce pivot et qui traitent le climat comme un sujet stratégique. C'est très intéressant, oui Alexis, je vous laisse rebondir, mais intervention d'un de nos intervenants qui exprimait que le capital travail, entre guillemets, est rémunéré, le salaire, le partage de la valeur, le capital financier, entre guillemets, est rémunéré, les intérêts, le dividende, et le capital planète n'est pas rémunéré. Et c'est un sujet qui est intéressant parce que on pourrait imaginer que dans le futur, alors à condition que cette rémunération elle aille bien à des investissements climat, transition énergétique et pas pour venir renforcer ou alléger le déficit du budget de l'État, mais c'est intéressant. Alexis, vous vouliez rebondir? Oui. Je pense que la question de qu'est-ce qui marche, c'est vraiment la meilleure. Et peut-être pour faire d'ailleurs un peu entre ce que Bruno a dit et Carole, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est des entreprises de plus en plus petites qui doivent démarrer une trajectoire climat. Donc bien avant d'atteindre les 250 salariés, vous avez des sociétés de 50, 200. Et donc déjà, ce qui ne marche pas, c'est quand il n'y a personne pour s'en occuper. Et en fait, ce qui marche en tout cas pour Greenly, c'est quand on identifie qu'il y a une création de postes. Et si vous regardez parmi les créations de postes, de directeur RSE ou de responsable climat ou de chief impact officer, je pense que c'est une des catégories d'emploi qui a la plus forte croissance. Et en fait, ça devient un sujet suffisamment important pour qu'une entreprise crée le poste. Et il faudrait étudier ça, mais je pense que ce poste existait à partir de 250, 500 salariés. On le voit dans des entreprises de 50, 200 salariés. Et donc, ce qui va marcher pour l'entreprise, mais pour nous qui les aidons à démarrer cette trajectoire climat, c'est quand cette personne existe. Et donc, la première chose qu'elle va décider de faire, c'est effectivement de faire un état des lieux, donc de mesurer l'état de son entreprise. Et après, c'est qu'est-ce qui marche au-delà de cette photographie. Comment est-ce que je prouve que j'ai bien fait mon job de directeur RSE et que j'ai vraiment accompagné l'entreprise sur ses émissions, mais aussi ce que disaient les autres interlocuteurs sur l'alignement de la trajectoire climat et de la trajectoire business. Parce qu'effectivement, on crée ce poste, on accepte de porter le coup quand on comprend que ça aide à répondre à des appels d'offres,
que ça aide à répondre à des demandes clients, etc. Merci Alexis. Bruno va rebondir. Non mais juste, ça peut être un recrutement, mais toujours pour dire aux PME, vous êtes déjà short sur les sujets de masse salariale, etc. Ça peut être aussi l'appui extérieur. Ça peut être un signe aussi d'une PME qui s'appuie sur un cabinet extérieur ou quelqu'un, comme le mentionnait Fanny Picard tout à l'heure. L'assignation du rôle. Ou assignation du rôle, absolument. Bruno. Et on termine sur cette partie-là pour aborder la deuxième partie. Juste une remarque finalement sur les dernières interventions. On parlait de régulation, mais je pense que là on est au cœur du sujet gouvernance et climat. La régulation qui est en cours d'élaboration, et c'est ce que disait Carole, il faut anticiper, ce sera tout sauf du tick the box. C'est-à-dire que, vu ce qui est annoncé, qui concernera, non pas, comme on l'a dit, les 250 salariés, mais bien en deçà, finalement, toutes celles et ceux qui seront dans la chaîne de valeur, donc y compris les TPE, lorsque vous co-contractez avec votre donneur d'ordre, ça oblige, en fait, et on est au cœur de la stratégie d'aujourd'hui, c'est à penser sa stratégie pour concourir à la transition écologique, à la neutralité climatique, etc. Et de sorte que ce qui peut être vécu comme une contrainte, c'est exactement ce que disait Renaud, va se transformer, et je pense, j'en suis convaincu, comme une source d'opportunité, de repenser finalement son business model, ses achats, mais aussi la relation à ses salariés. Comment rester attractif avec toutes ces jeunes générations et des moins jeunes qui sont convaincus que l'entreprise doit avoir un impact positif. Merci Bruno, c'est une bonne introduction de deuxième partie, deuxième séquence. Finalement, on vient de voir, il y a la contrainte légale et réglementaire, il y a la contrainte entre guillemets du donneur d'ordre. Nous avons vu, alors peut-être pas au travers d'un processus révolutionnaire, mais qui est interne à l'entreprise, mais qui a une très très forte attente des collaborateurs, collaboratrices, pas simplement les jeunes d'expérience, mais très forte attente en interne et très forte attente dans la logique recrutement, parce que en gros, les collaborateurs, collaboratrices ont de moins en moins envie de travailler dans une entreprise qui n'a pas de stratégie affichée, qui peut avoir une empreinte négative, mais qui a une stratégie affichée de faire en sorte qu'elle s'améliore. Et puis il y a un quatrième acteur, on va l'appeler la finance, c'est pas du tout péjoratif, le financement. Financement au travers financement fonds propres, les fonds d'investissement, financement bancaire sous forme de prêts, subventions. Et on constate que, outre la contrainte qu'ils ont aussi sur le plan réglementaire de veiller à ce qu'ils financent de plus en plus des activités qui ont pris des engagements dans ce domaine, c'est un point tout à fait essentiel. Et comme j'ai souvent l'occasion de le dire, même si vous n'êtes pas vertueux, c'est-à-dire que si, soyons provocateurs, climato-sceptiques, et que tu es dirigeant ou dirigeant d'entreprise, tu dois le faire. Parce que ton entreprise va avoir les problèmes qu'on a évoqués et peut avoir des problèmes de financement. Alors, je me tourne vers Fanny Picard. Comment vous, comment dire, deux approches, comme vous êtes fonds d'investissement et que vous investissez dans des entreprises à impact, comment vous les identifiez? Quels sont les critères qui vont vous amener à investir? Et puis, dans le temps, comment vous suivez? Quelles sont les obligations même que vous avez en tant que fonds d'investissement pour suivre dans le temps l'évolution positive des entreprises dans lesquelles vous investissez en matière de décarbonation? Oui, merci, Président. Nous avons défini notre philosophie d'investissement en considérant que nous allions investir exclusivement dans des entreprises dont l'activité est utile à la société, en étant utile aux personnes, aux êtres humains ou à l'environnement, à la nature. Ça, c'est le premier élément. Et ça regroupe quel type d'activité? Ce sont en matière d'impact positif sur les personnes, l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, les services aux personnes fragiles, l'accès à l'emploi, l'intégration dans la société et la transition vers une société plus inclusive et plus durable. Impact positif sur les personnes. Impact positif sur l'environnement, plus facile, plus intuitif. Solution aux grands enjeux environnementaux contemporains qui sont, et vous les connaissez, le dérèglement climatique, l'épuisement de la biodiversité, l'épuisement des autres ressources, c'est-à-dire des ressources non vivantes, puisque les ressources vivantes sont captées par le concept de biodiversité.
Donc ça donne des métiers de la mobilité durable, de la chimie verte, de l'efficacité énergétique, de la transition énergétique, etc. Donc ça, c'est le premier élément de notre philosophie d'investissement. Le deuxième, ce sont des pratiques de gestion responsables. Et là, souvent, c'est ce qu'on qualifie de ESG. Et nous, chez Alter Equity, nous exigeons pour pouvoir investir dans une entreprise qu'elle s'engage à progresser dans ses pratiques de gestion sur une quinzaine de critères pendant une période qui couvre la durée de notre investissement. Le tout en recherchant un rendement pour nos souscripteurs. Donc voilà, ça c'est notre philosophie d'investissement. Et ensuite, comment on la met en œuvre? Eh bien, comme ça fait plus de 16 ans que nous avons commencé de travailler sur ce sujet du développement durable, nous avons aujourd'hui une compétence d'une assez grande granularité, d'autant que nous avons eu la chance d'être exposés à de très grands experts de ces sujets, comme Renaud Bétain et d'autres. Donc, premièrement, l'équipe de gestion dispose aujourd'hui d'une assez grande compétence sur les sujets environnementaux et sociaux. Par exemple, on a fait une fresque du climat, peut-être que vous l'avez déjà fait pour certains, sinon je vous y encourage. Eh bien, nous n'avons rien appris. Nous avions un niveau de connaissance qui était déjà celui d'un formateur, en fin de compte, sans nous en rendre compte. Voilà, donc on a un assez haut niveau de compétence au niveau de l'équipe de gestion. Et puis, nous avons, nous aussi, recours à un certain nombre d'experts quand nous ne sommes pas sûrs de nous. Et enfin, et c'est un scoop depuis hier, nous l'avons annoncé hier, nous avons fabriqué, puisque nous ne trouvions pas cet outil, avec Carbon 4, qui est un cabinet référent de conseil sur les questions énergie-climat, qui va mesurer l'impact environnemental de l'entreprise sur toutes ces dimensions environnementales, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer, climat, biodiversité, ressources, et en addition, en complément de cela, un baromètre sociétal que nous avons construit nous-mêmes et une méthode d'évaluation de la pratique sociale de nos participations. Donc on a aujourd'hui un dispositif qui est très détaillé et assez puissant pour valider les différentes dimensions de l'impact de l'entreprise. C'est très intéressant. J'ai passé la parole à Carole. En vous écoutant, Fanny, je réfléchissais à tous ces processus. Quand on lève des fonds ou qu'on veut faire entrer de nouveaux actionnaires, il y a ces fameuses due diligence, notamment les vendor due diligence, etc. On a l'habitude de sortir plein de choses sur l'aspect financier, sur les comptes, sur les aspects juridiques. Maintenant, il faut oublier, vous n'arriverez pas à lever de fonds si vous n'avez pas ce troisième volet, cette capacité, alors à dire où vous en êtes et à dire ce que vous allez faire. Parce que je répète ce que j'évoquais tout à l'heure, il ne faut pas que nos dirigeants et dirigeants d'entreprise qui sont dans des activités historiquement à forte empreinte négative aient l'impression que the game is over pour eux. Non, vous pouvez y aller. Et vous pouvez même être accompagné par des fonds parce qu'ils ont vu que vous pouviez switcher complètement ou au contraire basculer dans une société à solde d'externalités négatives positifs. D'autant que, pardon, si je peux me permettre de Carole. Fanny, je passe la parole à Carole après. Toutes les activités ont des impacts négatifs. Bien sûr. Et donc, toutes les activités ont besoin de progresser. Et nous, dans notre méthode de mesure de l'impact, nous évaluons l'impact positif et l'impact négatif pour être rigoureux, mais tout le monde en a. Vous raisonnez en solde pour être très impliqué dans le monde du numérique, et je sais que vous participez à ça, il y a aussi une empreinte, une externalité négative du numérique. Mais si on raisonne comme ça, on arrête tout, alors que Tech for Good, ça existe vraiment, et si on raisonne en solde, on voit bien que le numérique va apporter de grandes réponses, notamment dans la PropTech, dans la Cleantech, dans tout ce qui est Green Tech. Carole. Je voulais effectivement renforcer le point sur la due diligence ESG, qui maintenant devient, je dirais, une partie intégrante d'une due diligence classique dans le cadre d'un investissement. Donc, chez Etifinance, on accompagne beaucoup de j'allais vous demander. D'investisseurs qui soient private equity, des fonds, etc. Et on les aide à différents niveaux. Dans souvent la formalisation de leurs différentes politiques et des KPI. Donc soit ils viennent nous voir, soit on est là pour les challenger sur leurs
leur framework et leur approche. Donc ça, c'est un point très important. Et en fait, ce que l'on note, c'est que les investisseurs, de manière générale, veulent de la donnée. Donc on revient sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Or, aujourd'hui, la donnée n'est pas nécessairement très normalisée, donc c'est très important. Donc nous, on joue en tant que là, plutôt agence de notation extra-financière, dans leur donner de l'assurance sur la donnée d'une part, que c'est pas un dialogue qui est unilatéral, et il y a un degré qui est de l'incitation en fait. Je pense que là, je pense que nos auditeurs, j'espère, se rendent compte qu'on est dans un monde qui est en train de muter, qui n'est pas du tout abouti, qui n'est pas encore normé, et que donc les différents acteurs, prenons les investisseurs ou les banquiers, ont aussi non seulement un rôle de prêteur, mais aussi un rôle d'aiguillon, d'incitation pour faire évoluer les choses, puisque voilà, tout est un peu en mutation. Et je pense que Fanny le disait bien, dans cet engagement avec la société, c'est de challenger et de pousser à une amélioration. Donc cet élément-là, il est très dynamique, et je pense que c'est important de le garder à l'esprit. Et puis effectivement, ça peut se traduire par des exclusions ou un coût de financement qui lui, là, commence à être, pour le coup, beaucoup plus formalisé que précédemment. Et je reboucle avec mon point sur les due diligence ESG. Une mauvaise due diligence ESG, mais une bonne due diligence financière, peut se traduire par un deal qui ne se fait pas. Ce qui était inconcevable il y a encore, il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de due diligence qui ne prennent pas ces aspects, qui ne sont pas d'ailleurs que climatiques. Il y a beaucoup d'aspects sociaux dans ces évaluations. Merci. Carola Licky veut intervenir. Juste dire un mot que c'est vrai aussi des banquiers. S'il y a des demandes de prêts moyen terme, vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, allez-y, Alexis. Donc, quand on est une entreprise ou entrepreneur et qu'on a besoin d'argent, on peut aller voir des fonds ou on peut aller voir sa banque. Sur les fonds, c'est ce que vous dites. Et quand vous dites être un fonds vert, maintenant la réglementation européenne, peut-être qu'on y reviendra, le SFDR considère que le fonds doit reporter précisément les émissions de ses participations et d'ailleurs une douzaine d'autres indicateurs. Pour ça, il y a des solutions techniques. Nous, on travaille avec une 50aine de fonds, mais sur la partie bancaire, c'est assez intéressant aussi. Vous voyez de plus en plus de banques en France, mais aussi en Angleterre. C'est celles qui ont été boycottées par la Floride et le Texas, qui modulent le taux d'intérêt en fonction de la transparence de l'entreprise sur sa trajectoire climat, enfin sur son bilan carbone. Et concrètement, c'est 0,1% de taux d'intérêt en moins. Donc si vous empruntez 1 million d'euros, c'est 10 000 euros, si je sais encore à peu près compter. Et ça, concrètement, vous avez effectivement des entreprises qui peuvent être totalement climato-sceptiques pour une pure raison financière. Vont commencer à s'intéresser à ce sujet et en fait rentrer dans le sujet ou faire rentrer aussi leurs collaborateurs dans le sujet à tel point que ces offres, je parle d'expérience, commencent à s'intégrer dans les parcours bancaires. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de le voir très récemment. Donc l'habitude, c'est de raisonner Libor ou Euribor plus une marge. Et maintenant, la marge, elle est à 2 clics. Il y a une marge avec 0 amélioration de l'empreinte carbone et puis une marge avec amélioration. C'est très frappant. Pour dire un dernier mot là-dessus, c'est aujourd'hui, la modulation du taux d'intérêt va dépendre de la transparence, mais je pense qu'on va voir assez vite arriver le fait que la modulation dépende de l'action et de la réalité de la trajectoire. Alors, on va y venir. Renaud, on va employer le vilain mot là dans 3 minutes. Non, mais merci Alexis. En fait, j'ai 2 bonnes nouvelles. Yes, on aime les bonnes nouvelles au comité gouvernance. On est positif. Donc, certains comptent mieux que d'autres. Voilà. Et donc, on aurait pu rajouter science du climat après le « et », c'est gouvernance et science du climat. Le climat est une science. La neutralité carbone n'est pas un délire de scientifiques. C'est une science physique à l'œuvre, avec des tonnes de CO2 qui rentrent dans l'atmosphère, qui en sortent, et pour lesquelles on doit trouver un équilibre. C'est le point de départ. On a inventé des méthodologies il y a 20 ans quand même, donc Cocorico encore une fois, parce que c'est l'ADEME qui a porté, notamment Jean-Marc Jancovici, qui a porté le premier bilan carbone, la première méthodologie. 2004, je crois. Ouais, c'est ça, donc une vingtaine d'années. On sait compter. C'est une bonne nouvelle parce que c'est pas vaporeux cette histoire.
Donc, on sait compter et on sait compter ce qui fait bien, ce qui fait du bien. Donc, le bilan carbone, c'est compter ce qui fait du mal au climat. Et souvent, on cherche à compter ce qui est utile. Et donc, dans des entreprises soutenues par Alter Equity, on va retrouver des entreprises dont les émissions augmentent. Pourquoi? Parce que ces entreprises sont des solutions à la décarbonation et font partie du grand puzzle, ce qu'on appelle les émissions évitées. En gros, comment j'aide les autres à réduire. Si vous remplacez des cuves fuel par des pompes à chaleur, super, vous avez intérêt de développer votre activité en fait. Donc c'est hyper important. C'est le sujet du numérique. Le numérique, exactement. Oui, le numérique a une empreinte carbone, mais pardon. On sait le compter et on sait attribuer cette utilité au bien commun qui est la stabilité du climat. Bruno, vous vouliez intervenir? Juste pour vous confirmer que ça fait peut-être 3-4 ans qu'on voit apparaître en marché financier des obligations complexes, oui, dont le service... Des green bonds. Voilà, des green bonds, dont le service financier est indexé sur des critères, alors pas uniquement climatiques, hein, mais on va dire ESG. C'était l'un des points qui était abordé, avec des engagements, des objectifs précis. Et le service financier, en fait, de l'obligation complexe est lui-même assis sur l'atteinte de certains objectifs. Et à défaut, évidemment, le service est augmenté si l'objectif n'est pas au rendez-vous. Donc ça vaut pour des émissions assez larges qu'on a vues ces dernières années, mais et c'est ce qui m'intéressait dans vos propos. On voit bien que l'écosystème aujourd'hui commence, sinon à s'harmoniser, mais à s'élargir avec l'intégration de tous ces critères climatiques, écologiques, etc. Et que ce sont les plus vertueux qui auront accès, sans grande surprise, aux meilleures conditions de financement. Exact. D'où l'anticipation qui est nécessaire. Fanny, redites-nous, reparlez-nous de la façon dont vous identifiez les entreprises dans lesquelles vous allez investir. Je suis dirigeante d'une entreprise, j'ai besoin d'accélérer mon développement, je cherche des financements au fonds propres. Qu'est-ce que vous allez retenir au-delà de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une stratégie, etc. Mais comment vous les identifiez? Quels critères, puisque malheureusement aujourd'hui il y a encore assez peu d'entreprises qui ont établi leur bilan carbone, on va y venir tout à l'heure, etc. Donc comment faites-vous pour identifier, qu'est-ce qu'il y a dans les due deals qui vous permettent à un moment donné de dire cette entreprise, je vais investir parce qu'elle a un impact direct ou indirect comme l'évoquait Renaud? Nous avons beaucoup de chance puisque beaucoup d'entreprises viennent à nous. C'était 1980 l'année dernière. Donc le deal flow entrant, 1980 entreprises qui vous ont sollicité. 980. Non, j'étais plus ambitieux. Et alors à ce moment-là, nous nous posons la question de son impact positif et donc qu'est-ce qu'elle apporte d'un côté à la société, quelles sont ses externalités négatives de l'autre au regard de ce qu'on appelle aujourd'hui les objectifs du développement durable, qui ont été définis par les Nations Unies en 2015, mais qui n'existaient pas quand nous avons fabriqué Alter Equity. Donc nous avions fabriqué notre propre référentiel, et puis en fait, il recoupe très bien les objectifs du développement durable. Et donc, on va vérifier que cette activité est utile. Par exemple, une entreprise d'efficacité énergétique du trafic aérien qui va permettre à une société qui commercialise un logiciel de diminuer la consommation de kérosène de 2 à 5% et donc limiter les émissions de tonnes de CO2 qu'évoquait Renaud à l'instant de façon tout à fait considérable. Nous avons investi dans une entreprise Efficia qui travaille sur l'efficacité énergétique des bâtiments et là ce qu'on va mesurer c'est plutôt les kilowattheures évités puisque le dispositif permet de diminuer de l'ordre de 15 à 20% la consommation électrique du bâtiment en chauffage ou en climatisation. Et entreprise par entreprise, comme cela, nous allons avoir des critères qui vont être différents et qui sont directement corrélés à l'impact, qui vont être des tonnes de déchets qui ont pu être triés et recyclés. Voilà, valorisés,
qui vont être un nombre de bouteilles en plastique évitées par des fontaines à eau qui ont certaines caractéristiques, etc. dans le domaine environnemental. Et puis en matière sociale, car nous nous y intéressons aussi, car nous sommes convaincus qu'il faut reconstituer un pacte social en France pour toutes les raisons du monde, et ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça pourrait être, je vais peut-être moins en parler puisqu'on est sur la question climat, mais le nombre de personnes formées, le nombre de personnes qui ont pu revenir à l'emploi, le taux de conversion, de retour à l'emploi d'une formation. Donc en fait, nous n'investirons pas dans une entreprise si nous n'avons pas déterminé son impact et si nous n'avons pas déterminé comment ça peut se matérialiser dans un critère qui va nous permettre de le mesurer pendant notre détention et de démontrer à nos souscripteurs qu'ils ont raison d'investir chez nous, puisque pendant que nous sommes des actionnaires de cette participation, son impact positif, on raisonne bien en solde, augmente. Et il augmente par son activité, puisque l'activité en elle-même est un impact positif. C'est très enthousiasmant. Si je suis entrepreneuse dans une de nos belles régions françaises, j'ai une activité qu'il faut que je fasse évoluer, je peux aller frapper à la porte d'Alter Equity à la condition que je montre pourquoi j'ai besoin de ce financement, et si ce financement amène soit à réduire mes externalités négatives, soit à produire de l'externalité positive autour. Je suis toujours un peu sensibilisé par beaucoup de nos entreprises qui sont un peu perdues, qui se disent mais est-ce que je pourrais être éligible? Et en fait, elles pourraient l'être à la condition de montrer une stratégie effective dans ce domaine. Malheureusement non, c'est-à-dire que de ce point de vue, nous sommes particulièrement exigeants et donc nous ne finançons pas la transition d'entreprise, nous finançons des entreprises dont nous considérons qu'elles portent le modèle de demain, le modèle de transition, mais nous ne l'accompagnons pas. Et le seuil, d'accord, c'est un scope, une thèse assez précise, parce qu'il y a aussi l'accompagnement de la transition qu'il faut pouvoir accompagner. Voilà, ça on ne le fait pas. Renaud ? Il y a vraiment un sujet de narratif autour du collectif. Et peut-être que ça touche aussi au sujet de la gouvernance, c'est-à-dire en fait comment le collectif que nous sommes à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, d'un continent, écrit l'histoire de demain. Et encore une fois, je suis désolé, je reviens sur cette histoire de demain qui est définie, et c'est la stratégie nationale bas carbone en France. Donc on a le puzzle d'arrivée, en fait. Donc il suffit de le prendre et de regarder comment mon entreprise facilite l'atteinte de ce tableau final collectif. Et ça, c'est ce qui va permettre demain de lever les fonds, d'être financé. On va terminer cette deuxième séquence peut-être par un commentaire. C'est là où on voit l'action de l'ensemble des parties prenantes et les effets cascades. On en parlait tout à l'heure avec les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Dans les fonds d'investissement, vous avez la même chose. Chacun a bien en tête comment fonctionne un fonds d'investissement. C'est une société de gestion, Alter Equity par exemple, qui lève des fonds auprès d'investisseurs, ce qu'on appelle les limited partners, les LP. Et maintenant, ces LP ne veulent plus, enfin, ont leurs propres obligations et donc ne veulent plus investir dans des fonds sur lesquels il n'y aurait pas forcément fonds qui seraient uniquement à impact, mais dans lesquels il n'y aurait pas un suivi de l'empreinte carbone des différentes entreprises dans lesquelles le fonds auquel elles apportent des fonds a investi. Et donc on voit que cette conjonction et que partir c'était essentiel, et merci encore Bruno de ce cadre juridique et légal, mais on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, même si j'y crois pas, au dépérissement de la planète, je suis obligé parce que tous les acteurs en interaction entre eux amènent à une vraie contrainte pour le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise. Absolument. Et une opportunité donc. Nous n'investissons que dans des entreprises qui portent cette utilité, mais d'autres fonds accompagnent la transition et d'autres fonds restent présents pour financer des entreprises qui n'auraient pas une activité durable ou utile à la société. Mais ce qui est important, c'est ce que vous venez de dire, Président, c'est que la pression est là, elle est réglementaire avec le règlement SFDR et d'autres qui sont en train d'arriver. Et aujourd'hui, nous, en tant que fonds d'investissement, nous sommes sommés de classifier nos financements selon leur engagement en termes de climat et de durabilité. Et les investisseurs demandent de plus en plus d'exigences en ce sens. Donc,
dans la durée, il va être de plus en plus difficile de trouver des financements en fonds propres ou en prêts qui ne respecteront pas ces exigences climat. Et non seulement ce sera plus difficile, mais ils seront beaucoup plus onéreux. Bon, je suis dirigeant, je vous ai écouté, j'ai pris plein de notes, j'ai des pistes d'action assez précises, et merci d'avoir été aussi concret. Mais je réunis mes principaux collaborateurs, collaboratrices demain matin. Je dis par quoi on commence. Et je voudrais, nous souhaiterions, nos objectifs à nous, c'est de vous dire, mais c'est possible, et c'est possible vite, en vous faisant aider, en recrutant, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est possible aussi parce qu'il y a des outils. Et donc, je voudrais donner la parole à Renaud et à Alexis, qui dirigent des entreprises qui sont à la manœuvre sur cette thématique. Comment ça fonctionne, comment je démarre, je signe avec Sweep ou avec Greenly, je veux faire mon emprunt carbone, je veux le suivre dans le temps, etc. Je démarre comment, il faut quoi, quel type de collaborateur, collaboratrice je dois avoir en interne, comment il faut que je constitue l'équipe, comment ça marche. Allez, on y va, et concret, pour que vous repartiez avec l'idée que c'est possible, que vous pouvez commencer demain matin. Peut-être qu'on commencera par venir vous voir et puis vous parler pendant 2 heures des enjeux du climat. C'est déjà pas mal. C'est probablement une bonne base pour comprendre ce qu'on va vous dire par la suite. Ça me semble important. Donc il y a ce sujet de formation qui est fondamental. Franchement, ça formation. Oui, premier point. Ça suffit pour comprendre ce que c'est qu'un périmètre d'émission, des facteurs d'émission, etc., oui. etc. C'est important. Et ensuite, on va regarder où se trouve votre donnée, parce que le carbone, c'est de la donnée. Donc on prend votre donnée d'entreprise, quelle qu'elle soit, une donnée d'activité, ça peut être des euros, ça ce sera facile à trouver, ça peut être des tonnes d'acier, ça peut être des kilomètres parcourus, des mètres cubes de gaz, mais quel type de gaz, etc., etc. Donc on peut avancer sur la précision de la mesure. Donc il y a ce sujet de mesurer avant, et pour rassurer tout le monde, de commencer à marcher avant de courir. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui est disponible, d'accord, et avoir une vision dans les grandes masses de votre bilan carbone. Je rappellerai que le bilan carbone, c'est pas fait pour être affiché sur un mur, c'est fait pour vivre et pour refléter votre dépendance aux énergies fossiles, d'accord? Et donc, le bilan carbone est fait pour piloter la limitation de vos risques. Donc, on peut faire un bilan carbone une fois pour avoir une bonne idée. Mais aujourd'hui, et c'est ce qui a changé avec des plateformes comme Greenly ou Sweep, c'est qu'on est capable de faire vivre un bilan carbone. Donc il y a cette première idée de mesurer, d'accord, qui est la toute première étape. Et on va y revenir à chaque fois, en fait, c'est un cycle. Il n'y a pas de... On a souvent parlé de mesurer, réduire et compenser, qui vient de la compensation écologique, ou éviter, réduire, compenser. Je pense qu'il faut tirer un trait sur cette hiérarchie et que l'action climat des entreprises est un cycle. Donc on commence par définir la ligne de départ, d'accord, pour voir où vous en êtes. Et puis après, ça va être assez facile de savoir où réduire, en fait. Si une grande masse d'émissions, c'est les déplacements domicile-travail, alors il est assez facile de comprendre que si vous laissez si vous le pouvez, une fois par semaine des salariés chez eux, vous allez limiter les trajets entre le domicile et le travail. C'est pas trop compliqué. Si vos fournisseurs représente 75% de vos émissions. Donc la supply chain, c'est vraiment le gros morceau d'un bilan carbone. Alors il va falloir engager un dialogue avec vos milliers de fournisseurs. Donc on voit bien que dans ces cas-là, il y a 2 actions, finalement quelque chose d'assez facile. Je vais embarquer d'ailleurs les HR qui vont travailler à la mise en place du travail au domicile. Et discuter avec des fournisseurs, c'est autre chose. Donc, on voit qu'il y a des actions faciles et puis il y a des changements de modèle un peu stratégiques et on va revenir en fait sur la mesure pour être plus précis là où ça compte. Soyons précis là où ça compte. On se fout de la virgule quand ça ne représente peanuts dans le bilan carbone. On s'en fout. Par contre, là où il y a 1/3, 2/3 du bilan carbone, il faut être précis et donc commencer à s'appuyer sur de la donnée physique d'activité pour continuer à bien réduire. Et en fait, on fait des allers-retours comme ça entre la réduction, la mise en œuvre d'action et la mesure pour savoir où on en est. Et c'est pour ça que des plateformes logicielles apportent... C'est une révolution, parce qu'avant,
on s'appuyait sur des slides PDF et de l'Excel. Et finalement, aujourd'hui, ça c'est l'histoire de Sweep, pour terminer, l'histoire de Sweep, c'est Rachel Delacour, qui est cofondatrice de Sweep, qui est venue avec ce background analytics, traitement de la donnée complexe dont Bruno parlait, c'est-à-dire comment on traite cette donnée en volume considérable, complexe, qui vient de l'extérieur, de l'intérieur, etc. Comment on la fait parler et comment on la fait vivre. Et c'est ça qui est en train de changer aujourd'hui. Alors Alexis, voilà, c'est important. Le mot important qui a été prononcé, c'est plateforme logicielle. Bien sûr, il y a l'aspect formation, organisation, motivation, mais il existe aujourd'hui des outils. Vous utilisez des outils de gestion comptable, de supply chain, de logistique, de gestion des ressources humaines. Et bien maintenant, il y a l'outil gestion de l'empreinte carbone, bilan carbone, établissement du bilan carbone et suivi dans le temps. Comment... Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est un bilan carbone, parce que pour le coup, la méthodologie, elle est effectivement standardisée, et que ce soit fait par un consultant, souvent très bien, ou par une plateforme logicielle, conceptuellement, c'est la même chose. Mais je pense que par rapport à cet enjeu de massification, en fait, de la mesure carbone, vous faisiez la comparaison avec la comptabilité financière. Moi, je pense que la comptabilité carbone va devenir aussi répandue que la comptabilité financière. Et donc, il faut que ça rentre dans une pratique où les gens n'ont pas peur d'une montagne très haute à gravir, mais qu'on puisse expliquer que c'est simple, qu'on peut s'approprier des outils, que ça peut être simple et intuitif, et que la complexité, elle arrive plus tard, une fois qu'on s'est approprié, qu'on a fixé les priorités, etc. Et donc, sur la méthode, effectivement, il faut quantifier, il faut convertir en carbone et aller de plus en plus loin. Mais après, et celle-là, elle est la même pour tout le monde. Il y a l'ADEME, quand on internationalise la méthode, c'est le GHG protocole, mais voilà, c'est pareil pour tout le monde. Ce qui est intéressant, je pense, c'est comment est-ce qu'on adapte les outils à la maturité de l'entreprise sur le sujet. De même que vous avez des logiciels de pré-comptabilité pour les auto-entrepreneurs, vous avez des logiciels de plus en plus compliqués de RP en fonction des tailles d'entreprise. Et dans la pratique, et ça veut aussi dire que le logiciel, c'est une réduction du coût, hein. C'est-à-dire que c'est une réduction du temps de traitement de la donnée, et c'est une réduction du coût du temps pour l'entreprise et du coût. Et en fait, je pense qu'on va arriver vers un modèle où les logiciels de comptabilité carbone coûtent aussi cher, sinon moins, qu'un logiciel de comptabilité financière. Alors, très concrètement, une fois qu'un responsable a été assigné, pas forcément recruté sur ce sujet, un outil doit pouvoir vous prendre par la main et vous dire intégrer vos données financières. Ça peut être automatique, ça peut être du chargement, avec des API, des intégrations. Mais effectivement, comme ça a été très bien dit, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui permet à une entreprise d'améliorer son impact. Et donc, ça veut dire aussi préciser ce poste-là. On ne va pas compter les capsules Nespresso si c'est 0,1% de votre impact, alors qu'à côté, vous fondez de l'aluminium avec de l'électricité. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que d'un secteur à l'autre, les postes d'émission sont très différents. Quand vous êtes avec une société du numérique, les postes d'émission principaux, typiquement, c'est les usages du numérique, donc c'est les data centers, c'est le cloud. Et ça mérite une quantification assez précise, et ça peut être automatisé par des API. Mais quand vous serez avec un commerçant, c'est ses inventaires dans le scope 3. C'est les paniers de fruits et légumes, c'est les pommes de terre. Et ça aussi, ça peut, dans certains cas, s'automatiser, parce que vous pouvez récupérer les données d'inventaire. Et donc, cette expérience de facilitation de la collecte de données, elle est différente d'un secteur d'activité à l'autre, et il y a une expertise qui est différente, et donc c'est verticalisé, et on essaie d'avoir le plus de vertical possible, mais on n'a pas celle de l'aviation, par exemple, mais on en a d'autres. Et je dirais que, pour conclure, une fois que vous avez fait cette photo, quand vous intégrez des outils en temps réel, quand vous intégrez des outils, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être du temps réel. Sur la finance, c'est facile, mais ça peut l'être sur d'autres sujets. La logistique, le numérique, même vos inventaires. Et après, il faut se dire, finalement, pourquoi je fais tout ça ? C'est pour pouvoir dire, à la fin de l'année, j'ai amélioré mon empreinte carbone de 5, de 10%. Je me suis aligné sur la trajectoire des accords de Paris. Et cet alignement, il est différencié aussi d'un secteur à l'autre. Il y a une norme qui s'appelle SBTI,
Donc, selon que vous êtes dans le pétrole, dans l'aviation, dans la nourriture, l'alimentation, vous n'avez pas le même objectif de réduction chaque année. Et pour réduire de 5 à 10%, en fait, il ne faut pas faire 50 trucs. Il faut identifier les 3, les 5 projets les plus importants et s'occuper que de cela. Et donc, c'est ça concrètement l'expérience, et elle ne doit pas être coûteuse et elle ne doit pas être épuisante pour l'entreprise. Bruno, vous vouliez rebondir, et je vais rebondir aussi. Juste pour donner des clés à nos auditeurs, finalement, puisqu'on est en train de chercher des solutions concrètes, dire que par rapport aux notions, parce que les notions, finalement, elles dictent aussi les solutions. On a parlé de chaîne d'approvisionnement. Moi, j'invite tout le monde à penser en chaîne de valeur, parce que le paradigme qui arrive, c'est celui de chaîne de valeur. Et chaîne de valeur, c'est beaucoup plus impactant, parce que ce n'est plus que l'amont, c'est désormais l'aval, à l'exclusion probablement de l'utilisation client. Ça, c'est le premier sujet. Après, comme vous le disiez, on n'est plus dans un reporting ou un plan de conformité qui va être figé à T0. C'est forcément une dynamique, d'où, au risque de me répéter, des horizons de temps, des critères quantifiables pour pouvoir montrer qu'on atteint et qu'on crante objectif. C'est la progression qui compte. Voilà. Et dernière clé peut-être pour nos chefs d'entreprise, c'est qu'en tout cas de cause, il faut être en capacité de justifier et d'expliquer les choix et face à ce que vous disiez les uns les autres, à l'immensité des datas, faire en sorte qu'on puisse dire qu'on est sélectif, qu'on est différenciant et qu'on s'est approprié finalement toute l'avalanche de normes. Donc on est en capacité de justifier les choix qu'on a fait. Je crois que c'est important. Alors, le temps court, on doit clôturer à 16h15, il faut laisser un petit peu de temps pour les questions. Vous vouliez rebondir? Parce que c'est très important pour nous. Les outils logiciels qui ont émergé ces dernières années ne viennent pas remplacer le travail de consultant. D'accord ? Il y a deux familles, qui est comment je compte le carbone et comment j'aide à transformer un modèle. Il y a une révolution qui se joue sur la comptabilité parce qu'il y a des règles d'automatisation qui changent la donne et qui font baisser les coûts. Mais on a toujours besoin de consultants sur comment je suis accompagné dans ma stratégie pour transformer. Et enfin, très très important, la prise de décision. Nous, on parle beaucoup de business intelligence parce que les cofondateurs viennent de la business intelligence et ne viennent pas du carbone. Et ces outils-là doivent servir à prendre les bonnes décisions. Carole, on termine. Et effectivement, je pense que pour reboucler un peu sur le sujet de la gouvernance, c'est finalement avoir des outils d'analyse, et à partir de là, pouvoir avoir des outils d'aide à la décision, parce qu'in fine, une stratégie, elle se décline, mais pour ça, il faut avoir les leviers. Et ensuite, je reviens sur ce sujet, ça doit vraiment descendre dans l'entreprise et remonter. En fait, ça marche dans les deux sens, c'est une espèce d'ascenseur avec des outils qui commencent à émerger. Donc ça, c'est bien, qui doivent pouvoir alimenter la réflexion, identifier, avoir de plus en plus de données qui est si ce n'est opposable au tiers, en tous les cas, qu'on puisse expliciter, qui demain seront opposables d'ailleurs, et vraiment donc il faut, je pense, voir tout ça peut avoir un côté un peu paniquant, mais il faut finalement, et je pense que les exemples ici montrent qu'on peut être très granulaire et en commençant petit sur un sujet, effectivement ensuite se focaliser sur ce qui est matériel. C'est curieux, depuis le début on n'a pas mentionné le sujet de la matérialité, alors que c'est au cœur souvent de nos sujets, mais de voir finalement qu'est-ce qui est essentiel, commencer par ça, et puis petit à petit cranter et surtout l'aligner avec la stratégie, parce que le plus terrible dans tout ça, c'est quand ça n'est pas cohérent. Et là, c'est plutôt l'analyste qui parle, c'est que finalement, tout cela, c'est utilisé par des tiers à l'extérieur, l'ensemble des parties prenantes. Et si c'est incohérent, eh bien, ça crée des risques pour l'entreprise. On va en parler, ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et pour que l'image du rapprochement avec un logiciel de comptabilité, c'est ça en fait. Je donne un exemple, vous recevez facture de votre transporteur avec une camionnette qui a fait 200 km, un camion qui a fait 1000 km. Alors aujourd'hui, les outils, donc vous enregistrez la facture. Aujourd'hui, probablement que le transporteur, ça arrivera très vite,
va pas vous donner l'empreinte carbone tout de suite, mais l'information par rapprochement que vous faites avec vos outils, avec des bases de données ADEME, vous produit l'empreinte carbone et donc génère immédiatement l'empreinte carbone de l'action de ce transporteur. Donc voilà, bien se mettre dans la tête que c'est facile. Et deuxième élément, qu'effectivement, après avoir établi son bilan, c'est de se consacrer à l'essentiel. Et je crois que c'est le message très fort. Alors, je voudrais juste terminer cette partie avant qu'on aborde la conclusion. Juste pour vous dire, Fouad, si vous pouvez passer, il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine. Juste la slide où il y a le mapping BPI. Donc, vous voyez qu'il y a un écosystème tech qui intervient à différents niveaux, plutôt grande, moyenne entreprise ou sectorielle, et ça peu importe. Hein, c'est BPI qui a fait ce mapping qui est intéressant. Donc, vous voyez, vous avez aujourd'hui, enfin, il y a plus de raison de se dire oui, mais je peux pas y arriver parce qu'il n'y a pas d'outils. Les outils existent. Et puis, vous avez aussi, on en a parlé tout à l'heure, une agence qui a été créée qui s'appelle l'ADEME, on peut remonter. Donc c'est l'agence de la transition écologique, hein, donc c'est une agence publique qui intervient et a mis en place un processus de bilan carbone qui se diffuse de façon tout à fait remarquable. C'est une agence qui a différents programmes, c'est la slide suivante. Donc vous avez des guides sectoriels, un centre de ressources qu'on évoquait tout à l'heure de données pour pouvoir, je dirais, identifier l'action que j'ai à l'intérieur de mon entreprise, quelle empreinte carbone est là, et la méthode réglementaire. Et enfin, c'est important pour vous, entreprises et particulièrement PME, il y a des aides financières de l'ADEME qui peuvent accompagner la mise en place d'un processus. Évidemment que le processus doit partir de toute la philosophie qu'on a évoquée, mais c'est important de pouvoir le financer et de savoir qu'il y a une action d'agence publique dans ce domaine. Alors, je voudrais terminer, on n'a pas employé le gros mot qu'on lit beaucoup, et d'une certaine façon, on l'a abordé indirectement, c'est le sujet de comment on communique autour de cela. Est-ce qu'on prend le risque de communiquer alors qu'on ne fait pas, avec tous les risques que cela implique? Et donc, je voudrais introduire ce petit débat de fin par une question qui nous a été posée par Philippe Dreyfus, qui est le vice-président du comité. Et je le lis in extenso. Pardon pour cette question quelque peu provocatrice. Dans quelle mesure l'attention portée à l'environnement ne reflète-t-elle pas quelquefois moins une préoccupation sincère des dirigeants qu'un argument supplémentaire de marketing, voire de publicité? N'y a-t-il pas là un risque de perversion du très respectable et nécessaire souci environnemental? Alexis, je vois que vous avez parfaitement raison, c'est un risque parce que communiquer sur ces sujets quand on n'est pas sincère, et nous on le voit bien parce qu'on a beaucoup de clients aux États-Unis maintenant, en plus de la France, et on est assez surpris par la différence culturelle de la première approche. On a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui nous disent « Ok, est-ce que vous nous donnez une certification pour être neutre en carbone ?» Et en fait, quand on connaît mal le sujet, on peut se dire « Ok, c'est une première démarche de volonté d'agir », mais ce qu'on leur dit, c'est que de communiquer comme ça les met à un risque de greenwashing, de ne pas être sincère, parce qu'en fait, c'est l'illusion qu'il y a, en anglais, un quick fix, qu'il y a une solution facile, rapide, pour un problème qui est une transition sur le long terme collective. Et ce qu'ils veulent dire, c'est OK, on veut mesurer vite et on veut acheter de la compensation carbone qui a son intérêt, hein, parce qu'il faut plus de capture de carbone, mais qui n'est pas une solution universalisable, parce qu'il n'y a pas assez de projets pour capturer toutes les émissions mondiales et qui ne dédouane pas de l'effort, on l'a déjà dit, de réduire ces émissions. Mais du coup, quand vous prenez un vol de certaines compagnies aériennes et qui vous disent « Ne vous inquiétez pas, ce vol est neutre en carbone », il y a des gens qui trouvent ça super et ceux qui s'intéressent un peu au sujet sont hérissés et ça finit par devenir très contre-productif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des initiatives, pour le coup, en partie françaises, qui visent justement à définir le guide de la bonne communication. Une de ces initiatives auxquelles on a adhéré, c'est la Net Zero Initiative, qui consiste à dire on contribue à la stratégie de réduction,
mais on ne prétend pas qu'on a résolu tous les problèmes. Et je pense que ça, c'est très important d'avoir intégré ça dans sa communication. Merci. Comme la régie me dit, à 16h10, le live se termine. On va laisser la parole à chacun de nos autres intervenants. Merci Alexis. Non, mais en deux points, le greenwashing, c'est dangereux. En premier lieu, parce que ça crée de la souffrance sociale et du détachement des salariés vis-à-vis de l'organisation dont ils comprennent qu'ils ne peuvent plus avoir confiance. Et deuxièmement, parce que ça expose à des rétorsions des parties prenantes qui savent à un moment ou à un autre que la chose est fausse, et donc c'est dangereux et stupide. Je suis ravi d'entendre parler de la Net Zero Initiative parce que je suis l'un des pères de la Net Zero Initiative lorsque j'étais chez Carbone 4 et qui fait des petits et qui influence vers plus de transparence. En fait, je pense que c'est ce qui compte, de la transparence et de l'humilité. Et il me semble que le marketing et la communication détient un pouvoir extraordinaire dans ces mains, mais qu'il ne s'en sert pas bien parce que l'entreprise agit, mais que ceci n'est pas transformé en communication crédible. Une communication crédible, ce qu'on appelle les claims en anglais, donc comment je revendique mon action, doit avant tout éduquer. Et c'est mon dernier mot, parce qu'il faut éduquer les autres, nos parties prenantes, sur ce qu'on fait réellement. En gros, tais-toi si tu fais rien, parce que, voilà. Ou dire qu'on a commencé. Ou dire qu'on a commencé. Ah oui, bien sûr. J'ai démarré, voilà. Mais le zéro n'existe pas, voilà. Si ce n'est à l'échelle de la planète. Hein. Carole ? Je pense qu'il faut regarder ça comme un engagement. Et comme toute chose, c'est une stratégie de long terme. Et il faut le faire. C'est la stratégie peut-être des petits pas. Ça peut paraître péjoratif, mais non. C'est de la construction de quelque chose. Ça doit être une stratégie, ça doit être pensé, ça doit être articulé. Et le risque, c'est de considérer que c'est juste du marketing et de se retrouver avec un risque réputationnel considérable aujourd'hui qui est susceptible même de mettre l'entreprise à genoux. Donc ça n'est pas, ça va au-delà de bon, j'ai raté ma communication. Aujourd'hui, on l'a vu, ça transcende tout dans l'entreprise. C'est ce qui permet d'avoir accès à des fournisseurs, de trouver des marchés, de trouver des contreparties financières, de trouver des actionnaire. Donc c'est un sujet qui est entre guillemets trop important. On peut y croire ou ne pas y croire. À la rigueur, c'est plus le sujet. C'est absolument indispensable pour tout dirigeant de comprendre que c'est un driver considérable et qu'il faut progressivement s'outiller et y répondre et avoir une stratégie de long terme. C'est une belle conclusion, c'est un prérequis. On n'a pas le choix, et ne serait-ce que pour les raisons évoquées tout à l'heure, c'est que pour pérenniser son entreprise, lui assurer une forme de continuité et de performance dans le long terme, il faut avancer. Et encore une fois, on préférerait, ce dont nous avons la conviction, que c'est une conviction intime, personnelle, forte, que votre entreprise doit s'engager dans cette démarche. Mais au-delà de tout ça, votre responsabilité de dirigeant et dirigeant d'entreprise doit vous y conduire. Merci beaucoup de votre écoute. Traditionnellement, donc, ces webinaires sont enregistrés. Ils sont ensuite postés sur le site web du comité sous forme de snack content. Ça ne nous oblige pas à réécouter, notamment ceux et celles qui n'ont pas pu participer, en prenant des captures sur des thèmes essentiels, des interventions essentielles d'aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous. C'est très intéressant et je gage que chacun ou chacune reparte de ce webinaire avec au moins une idée pour lui, pour son entreprise, pour ses collaborateurs, collaboratrices, ou même tout simplement pour lui ou elle en tant que citoyen, citoyenne. Merci beaucoup de votre écoute.